Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le jeudi 5 novembre, voici les titres qui seront développés dans notre journal. La CAF applique de nouvelles modalités d'accueil pour écourter les attentes et réduire les mécontentements. Un service du CHU qui dépiste et traite l'infertilité avec de meilleurs résultats qu'au niveau national. Le 5e Guadeloupe Festival rendra hommage à Patrick Saint-Éloi. Le journal, Aurélie Rose. C'est aujourd'hui qu'avait lieu la première journée nationale contre le harcèlement scolaire. Ce phénomène toucherait 700 000 élèves par an. Coïncidence, c'est aujourd'hui que les forces de l'ordre étaient déployées aux abords du lycée Jardin d'Essai aux Abîmes. Une opération suivie en fin de matinée par Éric Pommier. Important dispositif de gendarmes et de policiers de part et d'autre des lycées Jardin d'Essai et de Bainbridge aux Abîmes ce matin. Ceci dans le cadre d'une opération de sécurisation des abords de la cité scolaire. Objectif, renforcer la zone de sécurité prioritaire Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Une opération qui se déroule en deux axes, une opération très visible sur les sorties des trois établissements avec des effectifs en tenue, des effectifs policiers de la sécurité publique et des effectifs de la gendarmerie mobile qui sont arrivés en renfort la semaine dernière. L'opération de sécurisation a également concerné les alentours des axes qui desservent les établissements scolaires sur les ronds-points avec des effectifs civils visibles. Autre dispositif moins visible, celui-là, toujours avec un effectif civil, la sécurisation de la cité Lacroix et l'établissement d'Anquetil, et notamment leurs abords immédiats. Objectif, procéder à l'interpellation d'auteurs de délits. Opération mise en place dans une délégation de la ville des Abîmes a voulu juger de l'efficacité. Nous avons des remontées du rectorat où on nous demande, avec les autres partenaires de la sécurisation, d'intervenir pour accroître la sécurité aux abords des lycées. Donc c'est une difficulté, c'est une réalité et c'est la raison pour laquelle des opérations comme celle qui est menée aujourd'hui sont nécessaires pour pouvoir créer de l'insécurité chez les délinquants potentiels, ceux qui veulent embêter nos jeunes lycéens et rappeler que les abords des établissements scolaires doivent être des sanctuaires et que les jeunes puissent pouvoir se rendre dans leur établissement en toute tranquillité. D'autres opérations sont d'ores et déjà programmées ultérieurement. Elles seront à caractère évolutif, ponctuelles ou soudaines, autrement dit discrètes ou plus offensives. Ordre de mission de rigueur, être dorénavant plus présent aux alentours de la cité scolaire de Bainbridge. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme était en visite ce matin au collège Michelet à Pointe-à-Pitre. Gilles Clavreul a présenté hier son plan national 2015-2017 pour lutter contre le racisme. Devant le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, et le boxeur guadeloupéen Jean-Marc Mormec, il a échangé avec les scolaires et les équipes pédagogiques sur la laïcité, mais aussi sur l'enseignement de la mémoire, des échanges qu'il a d'ailleurs trouvés très pertinents, comme il a confié devant la caméra d'Éric Pommier. Les enfants, les adolescents savent employer des mots qu'il faut pour parler de ces sujets qui sont des sujets graves et difficiles. Et ils n'ont pas la prudence des adultes et quelquefois les faux semblants que l'on met parce qu'on n'ose pas vraiment parler des réalités. Chez eux, ce qui est très agréable, c'est qu'ils ont la fraîcheur, la spontanéité et ça leur permet de trouver les mots justes. Ce qui est important de faire, c'est le travail qui est accompli ici et il faut le faire partout. C'est parler de l'histoire, de toutes les histoires, dans toutes leurs dimensions, ne rien taire, ne rien cacher, ne rien occulter, et en même temps aborder les choses de manière sereine, évoquer à la fois les parts d'ombre et de lumière de l'histoire de France, l'histoire de l'esclavage, mais aussi l'histoire de l'abolition, de l'émancipation. Tout cela forme en réalité cette trame historique et culturelle dont nous sommes faits les uns et les autres, d'où que nous venions, quelle que soit notre couleur de peau ou nos convictions et notre religion. J'ai coutume de dire que le travail qui est engagé de mobilisation pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas seulement un plan à 3 ans comme celui qui a été présenté par le Premier ministre, c'est l'engagement d'une génération entière. Bien, c'est exactement ce qu'ont dit les collégiens et les collégiennes aujourd'hui. C'est le travail d'une génération, c'est le nôtre, c'est le leur. Et je vous le disais tout à l'heure, le boxeur guadeloupéen Jean-Marc Mormec était également présent ce matin. C'est le parrain d'ailleurs de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Écoutez-le, il répond aux questions d'Éric Pommier.
Le fait d'en parler constamment, le fait d'en parler tout le temps, le fait de briser la glace, je pense qu'au fur et à mesure, ça prendra tout son sens. Et là, elles se sont bien exprimées. La dernière question que je pose, est-ce qu'on peut comparer l'esclavage et l'antisémitisme? Et les réponses, pourtant, la prof, elle dit qu'elles n'ont pas appris, ils n'ont pas travaillé là-dessus et ils ont super bien répondu. Donc, très bien. Les avis, en tout cas, étaient très bien. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Et puis... Et ça va se libérer. Et de son côté, l'ancienne athlète guadeloupéenne Muriel Urtis a été nommée aujourd'hui en Conseil des ministres membre du Conseil économique, social et environnemental. À ses côtés, la navigatrice Isabelle Autissier ou encore l'ancien député européen Jean-Luc Benamias. En tout, 40 personnalités ont été nommées. Elles conseilleront le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois. On reparle d'éducation avec ce nouvel établissement inauguré cet après-midi, un micro-lycée situé près du lycée Félix Proto aux Abîmes et qui est destiné aux jeunes ayant quitté le système scolaire. Il accueille 30 élèves âgés entre 16 et 25 ans. Le reportage de Muriel Barlagne. On y arrive en passant par le lycée Félix Proto à Providence aux Abîmes. Il occupe 3 des bâtiments de la résidence La Cannelière qui héberge des élèves venant des îles proches. Le micro-lycée est fin prêt. Les membres de la communauté scolaire, leurs partenaires et la presse étaient invités à le visiter à l'occasion de son inauguration. Au programme des salles de classe, un espace informatique et un lieu de vie commun aux enseignants et aux élèves. Alors, on l'appelle une salle de vie commune, donc où on peut manger, où on peut travailler. Vous voyez, il y a des tables où on peut travailler. Il a presque tout d'un lycée classique, sauf qu'il n'accueille que 30 élèves pour l'instant, des jeunes âgés entre 16 et 25 ans en décrochage scolaire qui ont choisi de revenir se former. J'ai décidé d'être infirmière parce que en fait, j'aime aider les gens. J'aime voir que je les aide, qu'ils s'épanouissent même s'ils sont dans un environnement un petit peu médical et on va dire, comment dirais-je, enfermé. Pour l'instant, l'établissement propose un bac STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion, et une seconde générale. 10 enseignants ont été recrutés. Ils mettront en place une pédagogie spécifique. L'élève est au cœur du système, mais là plus encore puisqu'on va essayer de tenir compte de lui dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va traiter avec lui de tous les problèmes liés à sa situation de décrocheur ou de décrochage. Le logo du lycée a été dévoilé, une fierté pour le rectorat et la région de la Guadeloupe à l'origine du projet. C'est le premier micro-lycée des Outre-mer. Le fait de pouvoir offrir à des jeunes qui, à un moment donné, dans leur parcours de vie, arrêter leurs études, le fait de leur donner une nouvelle chance, eh bien, c'est quelque chose de relativement remarquable, de redonner d'ambition et redonner des envies, de pouvoir ensuite construire un parcours professionnel intéressant. C'est 140 000 € de travaux qui ont été nécessaires. En plus, il faut bien sûr assurer le fonctionnement. Donc il y a une dotation de fonctionnement qui est accordée au lycée Carnot qui gère un peu ce dispositif. Et également, il y a eu aussi près de 10 000 € pour les micro-ordinateurs et des ordinateurs qui ont été mis sur place. À terme, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 90 élèves. Ces derniers pourront aussi s'inscrire dans des sections ES et littéraires. Au chapitre santé, abordons à présent un problème qui touche de plus en plus de couples guadeloupéens, l'infertilité. Au sein du CHU de Pointe-à-Pitre est installé le Centre caribéen de médecine de la reproduction, le seul de ce type aux Antilles. Le reportage de Patrick Curie et d'Esmeralda Grel. On est ici au CCMR, le Centre caribéen de médecine de la reproduction. Un service installé au sein du CHU en 2009 et qui traite exclusivement de l'infertilité. Un sujet tabou mais bien présent dans notre société. Au Centre caribéen de médecine de la reproduction, on soigne les patients et les patientes qui ont des difficultés à concevoir. Et comme l'a dit Dr Joguet, il n'y a pas de durée limite pour faire un bilan et essayer de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand on attend, on dit on va attendre 2 ans... 2 ans, si les trompes sont bouchées depuis le début, c'est 2 ans qui sont perdus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une grosse partie de nos patientes qui ont les trompes qui sont bouchées parce qu'elles ont eu une infection, souvent chlamydia, et ça peut passer inaperçu, donc ça vaut la peine de faire le bilan quoi qu'il arrive.
Et ensuite, on dispose de toutes les techniques possibles en aide médicale à la procréation au CHU, donc insémination intra-utérine, fécondation in vitro, ICSI. On peut prendre en charge tous les couples. Il existe plusieurs causes à l'infertilité, des causes d'ordre médical, mais aussi dues à l'hygiène de vie. Du côté féminin, on peut avoir des anomalies. Donc pour la fertilité, il faut que les ovaires fonctionnent bien, que les trompes fonctionnent bien et soient bien perméables. Il faut aussi que l'utérus soit de bonne qualité. On peut aussi avoir des femmes qui fabriquent des anticorps antispermatozoïdes au niveau de leur col. Alors du côté masculin, on peut avoir un défaut de fabrication des spermatozoïdes. Alors ça, c'est plus rare et on n'a pas toujours d'explication pour l'instant parce que nos connaissances ne sont pas énormes sur la production des spermatozoïdes chez l'homme. Alors ça peut être dû quand même, dans ce qu'on sait, à certaines anomalies chromosomiques, donc c'est-à-dire des chromosomes en trop, ou alors des cassures de chromosomes. On peut aussi avoir un dérèglement hormonal chez l'homme qui peut empêcher les testicules de produire les spermatozoïdes. 3500 cas ont été traités ici depuis l'ouverture du centre. Des traitements qui ont permis 350 naissances. Le CCMR détient un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale. Yahoo Voyage vient de mettre en garde les voyageurs qui souhaiteraient se rendre dans la Caraïbe. Les îles Vierges britanniques souhaitent transformer les sargasses en engrais. Enfin, la consommation de café en hausse réussit plutôt bien à la Colombie. Vous l'avez compris, c'est notre tour d'horizon de l'actualité dans la Caraïbe avec Muriel Barlagne. L'OIC, l'Organisation internationale du café, se félicite que la consommation de café a quasiment doublé au cours des 20 dernières années. Jamais on n'a consommé autant de café dans le monde. Le taux d'augmentation a quasiment doublé, souligne Roberto Oliveira, directeur de l'OIC, à l'occasion du 8e Salon du Café Expo Especiales qui s'est ouvert jeudi à Bogota en Colombie. Selon lui, cette augmentation est due tant à la croissance de la population qu'à une question de goût, et il prévoit une hausse de 25 millions de sacs pour les 10 années à venir. Le directeur de l'OIC se montre optimiste malgré un panorama plutôt sombre pour les producteurs de café du fait de fortes pluies au Brésil, premier producteur mondial, de la sécheresse en Colombie et de la maladie de la rouille qui affecte les plantations en Amérique centrale. Le gouvernement des îles Vierges britanniques travaille sur une stratégie à déployer pour faire face à l'afflux actuel et à venir des algues sargasses. Le ministre des Ressources naturelles et du Travail, le Dr Kedrick Pickering, a déclaré que le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation des populations, y compris touristiques, sur les algues sargasses. Tous les efforts sont déployés pour nettoyer systématiquement les plages de l'archipel. Kedrick Pickering précise que des mesures sont en cours avec le ministre de l'Agriculture pour que ces sargasses soient transformées en engrais, en partenariat étroit avec les entreprises privées de l'archipel. Yahoo Voyage diffuse un avis du gouvernement canadien sur la sécurité des voyageurs se rendant dans la Caraïbe. Cet avis fait suite à une série de parutions dans les journaux sur la criminalité dans la région. En septembre, un journal a révélé que la compagnie de croisière Carnival projette d'avertir ses passagers sur la criminalité aux Bahamas. Un tour opérateur américain a accusé le gouvernement de Sainte-Lucie d'ignorer les problèmes de criminalité sur l'île. À Barbade, il est conseillé de cacher les sacs à main et de rouler portes verrouillées et fenêtres fermées pour échapper à la petite délinquance. De façon générale, nous avons constaté une légère augmentation de la criminalité dans la région, informe Justin Kersey, directeur régional pour les Amériques au cabinet international de gestion des risques à Edget. Mais Yahoo indique que sur les 26 millions de personnes qui visitent les Caraïbes chaque année, rares sont celles qui n'ont pas vécu des vacances magnifiques dans les îles. Retour en Guadeloupe avec la semaine consacrée au changement climatique qui se poursuit. Aujourd'hui, la médiathèque du Lamentin accueillit un séminaire intitulé « Ça chauffe en Guadeloupe », l'occasion de faire un état des lieux à quelques semaines de l'ouverture du sommet COP21 à Paris. Patrick Curie et Esmeralda Grel étaient sur place. D'ici 2100, la température de la Guadeloupe pourrait augmenter de 1,6 degré à 4,3 degrés. C'est dans ce cadre que France Nature Environnement a organisé le séminaire « Ça chauffe en Guadeloupe ». C'est-à-dire qu'il faut être moins dépendant des énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz, etc. Et notamment de la voiture individuelle ou d'une climatisation qui s'appuie sur
de l'électricité bien sûr, mais de l'électricité qui viendrait par exemple du pétrole. Donc il faut changer la base de cette économie et notamment développer les énergies renouvelables et notamment les énergies marines renouvelables. Et le potentiel de la Guadeloupe est énorme et en principe, la Guadeloupe, je crois, doit atteindre les 50% de son mix énergétique électrique en 2020 et si tel est le cas, c'est un cap extrêmement positif que franchirait la Guadeloupe. Le CO2 représente près de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Il est d'ailleurs perturbé par les activités humaines. C'est pourquoi nous devons impérativement adapter nos habitudes de consommation. Si chaque citoyen peut avoir des gestes qui ont le moindre impact climatique, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans vos consommations, il faut éviter de consommer des marchandises qui ont traversé la planète, qui vont, non seulement ça nous coûte cher en termes d'élévation du niveau de température, mais ça coûte cher aussi sur le plan de la pollution, sur le plan de la pollution de l'air. Et donc, sur le plan alimentaire, comme sur d'autres plans, il faut faire appel aux ressources locales le plus possible. Le changement climatique est une réalité. L'équilibre écologique est perturbé. La biodiversité, le littoral, l'océan et la santé sont concernés. Autant de thèmes qui seront abordés en fin de mois à la COP21. Ne plus passer ces matinées à la CAF, on l'a tous souhaité, bien sachez que ces attentes interminables sont sur le point de s'améliorer. Depuis 2 semaines, les modalités d'accueil ont été modifiées dans les caisses d'allocation familiale de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Il est désormais possible d'être reçu sur rendez-vous plusieurs jours dans la semaine. Exemple à la CAF de Pointe-à-Pitre avec Muriel Barlagne. Cet allocataire de la caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe a opté pour un rendez-vous, comme c'est désormais possible au centre de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, les lundis, mardis et jeudis. Elle a une demande complexe à traiter qui nécessite l'intervention d'un agent. Autrement, elle aurait pu passer par le site internet de l'administration où une vingtaine de téléprocédures sont possibles. Fini le temps où on devait venir sans rendez-vous tous les jours, quelle que soit la demande. Avec la dématérialisation et la réception sur rendez-vous depuis octobre 2015, l'accueil est amélioré. Ça va nous permettre de mieux gérer le flux d'accueil. Donc, nous n'avons pas la quantité d'allocataires que nous avions qui venaient le matin depuis à 5h30. Donc, ça nous permet de gérer notre flux, comme je l'ai dit, et l'affectation des ressources. Ça va aussi nous permettre d'améliorer la qualité de l'accueil, donc en même temps les conditions de travail de nos agents. Donc, ça va aussi réduire les incivilités parce que nous connaissons beaucoup d'incivilités et ça va nous permettre de prendre en charge effectivement le dossier de l'allocataire dans sa globalité. Il est possible de fixer un rendez-vous par mail, téléphone ou sur place en passant par le box d'orientation. Les temps d'attente sont courts, moins de 7 jours. Les périodes de face-à-face avec un agent sont calibrées à 20 minutes, sauf pour certains dossiers. Oui, ça arrive vite même. Oui, ça arrive vite même. Parce que depuis tout ça, au Bayo, bon, ça arrive vite même. D'ici juillet 2016, la réception sur rendez-vous devrait se généraliser et être effective dans tous les centres d'accueil de la Guadeloupe. Un mot de sport en voile. Les premiers skippers engagés dans la mini-transat Île de Guadeloupe sont encore à 1700 milles de Pointe-à-Pitre. Alors que le 5e jour de course est en train de s'achever, le seul Guadeloupéen en lice, Carl Chipotel, est 27e sur 44. Il lui reste 2000 milles à parcourir. Les musiques caribéennes au cœur d'un festival qui débutera ce week-end au Moule. Il s'agit du Guadeloupe Festival. Le programme a été présenté aujourd'hui. Une édition hommage à Patrick Saint-Éloi qui nous a quittés il y a maintenant 5 ans. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est le thème de la 5e édition du Guadeloupe Festival. Valoriser les musiques caribéennes en offrant aux artistes confirmés, mais surtout en devenir un espace de visibilité et d'échange avec un plus large public, c'est l'un des objectifs de cette manifestation culturelle. Nous avons su un bel équilibre de nos musiciens, toujours un Guadeloupéen de talent. Par exemple, la scène à Moule, nous allons avoir Madame Tricia Lévy, nous allons avoir Monsieur Caracas et son orchestre, Monsieur Ullman et Monsieur Cabrion. Mais il va y avoir aussi des violons, il va y avoir un bel orchestre et tout le festival est dédié à Patrick Saint-Éloi.
Cette année, le plateau artistique réunit la Jamaïque, Cuba, Saint-Domingue, Porto Rico, Haïti, la Martinique et la Guadeloupe sur la même scène autour de l'œuvre du chanteur mythique Patrick Saint-Éloi, disparu il y a 5 ans déjà. Il faut savoir que Patrick avait déjà participé à ce festival. Voilà, donc pour moi c'est beaucoup d'émotions et c'est clair que jouer les morceaux de Patrick sans lui, c'est pas toujours évident. Mais le fait de savoir que nous allons savoir un échange avec son public et aussi le public guadeloupéen, donc ça met un peu de piment dans ce festival. Mais bien sûr, c'est un festival hommage à Patrick Saint-Éloi. Donc Patrick, c'est quelqu'un qui, j'allais dire qui comptait, mais qui compte beaucoup toujours pour moi, de l'homme et puis son œuvre aussi, qui est immortelle. Je pense que c'est un ami aussi et on a partagé beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses très profondes. Donc c'est vrai que c'est particulièrement émouvant. Le point d'orgue du festival aura lieu le 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile, patronne de la musique, avec la cérémonie des Élois d'or au Memorial Act, qui honore les artistes et les personnalités qui œuvrent ou qui ont œuvré pour le monde de la musique guadeloupéenne. Avant de passer à la météo, cette information qui vient de nous parvenir en Haïti, le Conseil électoral provisoire vient d'annoncer la qualification pour le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2 candidats, Jouvenel Moïse, le candidat du parti Tête Collée, du président sortant Michel Martelly, deuxième candidat qualifié Jude Célestin. Une information sur laquelle, bien sûr, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mot donc sur vos conditions météo pour demain matin. Le ciel sera malheureusement encore chargé avec des risques d'orage. Les températures afficheront entre 26 et 27 degrés demain au réveil. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver une météo plus détaillée de notre région, puis le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre programme pour la soirée sur Alizé, un épisode de Camping Paradis. Pour ma part, je vous retrouverai demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Je vous rappelle d'ailleurs que l'information continue sur notre site, le www.alizé.com. Excellente soirée sur Alizé.